Merci à tous ceux qui ont pu se joindre à ce webinaire. Merci aux intervenants. Je vais faire l'introduction en tant que directeur de l'Institut de l'IHU ICANN qui s'intéresse aux maladies cardio-métaboliques. Donc, ce sont des maladies qui regroupent l'obésité, le diabète, la NAFLD, qui se compliquent des maladies du cœur, des vaisseaux, l'athérosclérose, insuffisance cardiaque. Et ces maladies ont finalement deux caractéristiques. D'une part, c'est le dialogue entre différents organes, différentes pathologies. Et l'autre caractéristique qui probablement nous concerne plus aujourd'hui, c'est le continuum physiopathologique qui finalement fait que le processus qui aboutit à une maladie assez tardive dans la vie commence très très en amont. Et il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont plus que des facteurs de risque, qui sont des facteurs physiopathologiques qui expliquent l'évolution de cette maladie. Et aujourd'hui, dans tout ce qui est le grand débat sur la prévention, sur la médecine personnalisée, ces maladies sont les toutes premières concernées parce que l'enjeu, qui est un enjeu médical, mais aussi un enjeu sociétal, c'est de mieux prévenir le parcours individuel dans ce grand continuum physiopathologique. Et très clairement, la composante génétique, qui est la composante individuelle, est probablement une des composantes la plus importante, mais aussi une des plus difficiles à étudier et à mettre en place dans un parcours de soins ou dans une prise en charge d'un patient. Et il y a un certain nombre de cas, notamment dans le cas des hypercholestérolémies, qui sont des pathologies qui permettent Oui, d'avancer oui, sur cette oui. problématique. Allô? Oui, je ne sais pas si on Je n'ai pas m'entend. compris si le début de la On t'entend très bien, conférence Stéphane. est en cours ou pas. On t'entend très bien, Stéphane. D'accord. Vincent Renaud, vous pouvez D'accord. couper le micro. Très bien. Donc, dans cet enjeu de pouvoir introduire la dimension génétique dans ces parcours individualisés des maladies cardiovasculaires, incontestablement, l'hypercholestérolémie, les situations d'hypercholestérolémie, je pourrais aussi rajouter le diabète, je vois Jean-François à l'écran, sont des situations très importantes pour comprendre ce qui se passe. Et Antonio Gallo en parlera notamment comment, à partir d'un génotype et d'un phénotype, on peut l'enrichir d'un ensemble de facteurs environnementaux, d'autres comorbidités pour essayer, avec maintenant beaucoup des outils modernes de l'IA, des jumeaux numériques, de mettre en place ce fameux parcours individualisé. Et donc, le cas de l'hypercholestérolémie familiale est pour nous tout à fait majeur pour notre compréhension des maladies, bien sûr aussi pour l'impact que nous, IHU, on peut avoir dans la prise en charge des patients, avec notamment la place de nouveaux biomarqueurs issus de l'imagerie, et l'imagerie cardiovasculaire fait des progrès considérables, et c'est probablement une des pistes qui va permettre de voir si tel génotype a un impact précoce sur tel tissu, notamment sur les vaisseaux et sur les artères. Tout ça nécessite bien sûr de pouvoir avoir accès à des données de patients et à des données nombreuses et à des données homogénéisées, à des données interopérables qu'on peut utiliser dans des flux de données, puis après les utiliser avec des modèles qui à nouveau utilisent l'IA. On a une collaboration qui est portée par Antonio Gallo et dans le cadre d'un grand consortium piloté par Dassault Systèmes sur ces fameux jumeaux numériques pour cette problématique. Et donc, de nouveau, l'enjeu de mieux intégrer ce facteur génétique au parcours individuel nous occupe, mais au-delà est un challenge de santé publique. Je pourrais rajouter que dans le périmètre de nos pathologies, notamment l'insuffisance cardiaque, qui est là aussi la complication terminale et qui semble relativement aspécifique de ces maladies, il y a là aussi des composantes génétiques qu'il est très difficile d'intégrer dans une prise en charge individualisée. Et les travaux qui sont faits sur les hypercholestérolémies familiales vont irriguer d'autres travaux qui sont faits sur des formes familiales où il y a des composantes génétiques pour mieux prévenir le risque de ces maladies. Donc le séminaire d'aujourd'hui est tout à fait passionnant et tout à fait majeur, et c'est tout à fait aussi cohérent d'avoir des gens très en amont, des pédiatres, qui parlent de la prise en charge de ces maladies, parce que finalement, c'est ce qui va dicter ce fameux parcours individuel et toute la stratégie médicale de prise en charge durant toute une vie de ces patients.
Voilà, donc il y avait quelques mots d'introduction que je voulais donner et je laisse la parole aux autres intervenants. Bon, je vais prendre la parole et je vous remercie beaucoup au professeur Athème pour cette introduction. Alors tout d'abord, en tant que président de l'association de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale et l'hypoprotéine petit a, et moi-même patient, je suis déjà ravi que ce webinaire puisse avoir lieu. Depuis 13 ans, l'association et les membres du comité scientifique sont engagés pour informer sur l'hypercholestérolémie familiale, que je vais nommer HF pour être plus rapide et plus simple, et développer la connaissance du corps médical et du grand public, et notamment par le premier livre blanc sur l'hypercholestérolémie familiale en France et en Europe qui a été réalisé en 2023, avec le soutien des plus grands experts français sur le sujet. Plusieurs actions médiatiques ont été réalisées par des colloques, des conférences de presse, des communiqués de presse que vous avez certainement dû voir passer par moment, et également à travers un travail régulier avec les parlementaires et les pouvoirs publics, nous demandons le dépistage précoce systématique de l'hypercholestérolémie familiale dans notre pays. Et à ce sujet, la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neurovasculaire déposée par le député et ancien ministre de la Santé Yannick Deder est une consécration dans cette collaboration. Et puisque le dépistage précoce et systématique de l'HF pour les enfants dès 6 ans devrait être inscrit dans la loi et devrait être voté en commission mixte paritaire prochainement. Nous l'espérons en tous les cas. Nous défendons également les intérêts des patients atteints d'HF en soutenant l'accès aux innovations thérapeutiques telles que les anti-PCSK9. Et effectivement, l'association s'est mobilisée fortement il y a peu de temps à ce sujet. Et pour porter la parole des patients, nous avons également réalisé la première enquête sur le vécu des patients atteints d'HF, dont les résultats seront rendus publics prochainement. Tout au long de ce webinaire, vous découvrirez un document de référence qui a été transmis à une dizaine de sociétés savantes en 2024 et qui constitue la base des slides et qui vous seront présentés. Et les experts l'ont également largement enrichi, vous verrez. Nous sommes fiers d'organiser ce webinaire avec le soutien de l'IHU et de son directeur, le professeur Athème, ainsi que par la présence des professeurs Béliard, professeur Peretti, docteur Gallo, que nous remercions énormément, surtout que nous savons qu'actuellement, la fin d'année scolaire est extrêmement chargée. Pour permettre à ce webinaire de bien se dérouler, nous allons vous demander de couper les micros, de poser des questions dans le chat uniquement. Et pour rappel, il y a un enregistrement qui se fait pour pouvoir être mis sous une forme YouTube également. Donc ceux qui ne veulent pas être sur les YouTube, il faut couper les caméras. Merci beaucoup et je donne la parole à nos experts. Bonjour à tous. Donc, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a un exercice un peu difficile parce que vous êtes un grand nombre de participants et dans ces participants, il y a des gens du monde médical, des médecins, des infirmières, etc., des chercheurs, mais il y a aussi des patients. Donc, on va essayer d'adapter notre discours et on s'excuse qui sera peut-être un peu simpliste pour certains et un peu complexe pour d'autres. Mais on aura un temps d'échange de toute façon à la fin pour discuter. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'hypercholestérolémie familiale et l'élévation de la LP petit a. Alors, de façon très basique, en fait, il y a deux grandes sortes d'hypercholestérolémie. À gauche, là, vous voyez ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie commune, qui est la plus fréquente, qui touche quasiment 2 tiers des gens après 60 ans et qui est une hypercholestérolémie qui va s'exprimer, c'est-à-dire qui va arriver à partir de 40-45 ans et chez la ménopause souvent, enfin chez les femmes à la ménopause. Voilà. C'est une hypercholestérolémie qui est modérée, qui augmente au cours du temps, qui répond bien aux mesures nutritionnelles et, euh, et qui va s'élever voilà, comme ça au cours du temps. Et puis, à droite, vous voyez, il faut la distinguer de l'hypercholestérolémie familiale, qui est dite monogénique, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique qui est due à une mutation dans un gène. Et la différence majeure avec l'hypercholestérolémie commune de gauche,
c'est que les taux de cholestérol sont élevés depuis la naissance. Et c'est pas à partir de 40 ans que ça s'exprime, c'est dès la naissance, les taux de cholestérol sont très élevés. Et donc, les artères de ces patients-là sont exposées à des taux très élevés de cholestérol toute la vie. Donc, c'est une notion qui est très importante. Mais il faut savoir que distinguer les deux formes d'hypercholestérolémie, ce n'est pas du tout évident. C'est ce qu'on fait en consultation tous les jours. Et souvent, on est quand même obligé de céder du dépistage génétique pour savoir si on est devant une forme polygénique à gauche, commune, ou monogénique à droite. Quand on voit un enfant ou un jeune adulte qui a du cholestérol, on a beaucoup plus de chances d'être sur une forme d'hypercholestérolémie familiale génétique. Mais quand on voit des gens de 40-50 ans, c'est souvent pas facile de faire la différence. Diapositive suivante. Je vais laisser la parole à Noël Peretti, qui est pédiatre et qui va vous commenter les prochaines diapos sur les idées reçues sur le cholestérol, notamment sur les enfants. Merci Sophie. Avant de commencer de rentrer dans l'explication du mécanisme de la physiopathologie, on voulait souligner 3 idées reçues assez fréquentes qui proviennent en grande partie de la confusion entre ces 2 formes d'hypercholestérolémie qu'a présenté le professeur Béliard juste avant. Ça concerne les enfants, ça concerne les femmes et ça concerne l'âge de survenue des accidents vasculaires en lien avec l'hygiène de vie. Les enfants n'ont pas de cholestérol et ça arrive assez régulièrement que les familles, connaissant leur statut d'hypercholestérolémie familiale, demandent à leur médecin traitant de faire un bilan lipidique à leur enfant et de temps en temps, ils ont la réponse de « ça sert à rien, il n'y a pas de cholestérol, votre enfant est trop jeune, ça sert à rien ». En fait, c'est bien sûr, comme ça a été évoqué, complètement faux puisque cette maladie, elle est alors beaucoup moins fréquente que la forme polygénique qui a été évoquée, là, puisqu'on estime à 30%, hein, comme ça a été dit. Là, on est par contre sur quelque chose qui génétiquement est très fréquent. Une personne sur 300, on estime les maladies rares à une personne sur 2000, hein, par définition. Et donc ça concerne aussi les enfants de la même façon. Alors, il y a une définition, on va dire, biologique et statistique de la normalité, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on va rester sur cette définition, cette fréquence de 1 sur 300. Et simplement, dans les éléments importants qu'on a, c'est que les anomalies apparaissent très tôt dans l'âge pédiatrique. On voit qu'on a des anomalies vasculaires dès l'âge de 3-4 ans. Alors, c'est pas de l'athérome encore qui est installé, mais on voit qu'on a des anomalies de réponse à certains stimuli. Et puis, on a également une épaisseur intima média qui va augmenter beaucoup plus rapidement que chez les apparentés. Donc ça, c'est le premier point. Ça existe chez l'enfant jeune. Diapo suivante. La deuxième idée reçue, c'est que les femmes sont protégées du cholestérol. Alors, c'est sûr que l'environnement œstrogénique, comparativement aux hommes, réduit le risque cardiovasculaire, mais par contre, là, on a de plus en plus d'études qui s'intéressent à cette question spécifique, montrent que finalement, les femmes vont avoir plus de difficultés à faire baisser leur taux de cholestérol jusqu'à la cible, qu'elles sont souvent diagnostiquées plus tardivement, qu'elles sont insuffisamment traitées, ce qui va avec l'ensemble. Et donc, on a autour de ça, possiblement, derrière, comme cause à ce sous-traitement et retard diagnostique, l'idée que chez la jeune femme, chez la jeune fille, finalement, on a une protection cardiovasculaire plus importante. Comparativement aux femmes de population générale, finalement, ces femmes atteintes d'hypercholestérolémie ont un rôle cardiovasculaire très augmenté. La troisième idée, c'est que, on peut passer la diapo, c'est que finalement, avec une bonne hygiène de vie, en évitant l'obésité, par exemple, on a peu de risques d'avoir un accident neurocardiovasculaire, on va dire cardiovasculaire, au cours de la jeunesse. Et ceci ne concerne pas du tout l'hypercholestérolémie familiale, qui est une forme particulière, puisque donc on va en parler juste après sur le mécanisme. Vous avez donc une forme qui peut être
homozygote, qui est une maladie rare, et là qui peut s'exprimer dans la petite enfance avec éventuellement des infarctus au cours de la première décennie de vie. Ceci peut arriver. Et puis, dans la forme hétérozygote, qui elle est beaucoup plus fréquente, comme ça a été évoqué, en France, on a des premiers accidents, premiers événements cardiovasculaires entre 40 et 50 ans, parfois plus tôt, parfois dès 18 ans, c'est rare, mais ceci peut malheureusement arriver. Et ce que l'on sait en termes de, ça donne un peu une illustration de la gravité, c'est que la moitié des hommes qui sont porteurs d'une hypercholestérolémie hétérozygote risquent de faire un infarctus avant l'âge de 50 ans, et on dit un tiers à peu près des femmes avant l'âge de 60 ans. Voilà, donc ça, c'est pour essayer de contrer un petit peu des idées reçues. La physiopathologie, elle peut se résumer à un défaut de nettoyage, d'élimination, de clairance du mauvais, entre guillemets, cholestérol, du LDL cholestérol, parce que le système de captage et d'élimination du LDL cholestérol est dysfonctionnel, soit parce que on va parler de récepteurs au niveau de la cellule du foie, parce que c'est le foie qui va capter les LDL pour les transformer en bile et pouvoir éliminer une partie du cholestérol de cette manière-là, soit parce que c'est le récepteur, soit c'est ce qui s'accroche sur le récepteur, et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc ça explique les quelques gènes, 3, 4 gènes principaux qui sont impliqués dans la physiopathologie. La L-peptidase, je laisserai la parole au professeur Béliard pour parler de ce facteur de risque supplémentaire. Alors, du coup, aujourd'hui, effectivement, on vous parle de l'hypercholestérolémie familiale génétique et de l'hypoprotéine A élevée. Et pourquoi on vous parle également de l'hypoprotéine A élevée? Parce que l'élévation, enfin, le taux de l'hypoprotéine A, c'est-à-dire sa concentration dans le sang, dans le plasma, est à plus de 90% génétiquement déterminé. Et donc, on est face à deux maladies génétiques qui augmentent chacune le risque cardiovasculaire. Et malheureusement, il y a des patients qui combinent les deux, c'est-à-dire qui ont d'une part une hypercholestérolémie familiale génétique et d'autre part une élévation du taux de l'hypoprotéine A. Et donc, ces deux facteurs de risque cardiovasculaire peuvent s'accumuler pour augmenter encore plus le risque cardiovasculaire. Donc en fait, une lipoprotéine A, c'est un transporteur de cholestérol qui est dans le sang, qui ressemble aux lipoparticules LDL dont a parlé Noël précédemment, qui transportent aussi du cholestérol. Et il y a deux petites différences avec les particules LDL. La première, c'est l'apoprotéine A que vous voyez euh, ici, qui est accrochée à un des ligands qui s'appelle l'ApoB et qui confère un rôle plutôt pro-thrombotique, c'est-à-dire qui va favoriser les caillots dans le sang, les thromboses. Et une autre différence majeure, c'est le transport de phospholipides oxydés. Ce sont des molécules en fait qui sont pro-inflammatoires. Donc vous voyez que quand on a ce transporteur trop élevé dans le sang, c'est pas bon pour nos artères puisque ça peut aller se déposer dans les artères, les inflammer, déposer du cholestérol et favoriser des caillots. Alors, quand on dose la L-peptida, à partir de 5 ans, on a son taux pour toute la vie, donc il est recommandé de le doser une seule fois dans la vie. Il n'y a pas besoin d'être à jeun, il y a peu d'influence des repas. Et il y a certaines conditions de vie qui peuvent le modifier, ce taux, mais c'est très rare. Notamment, il y a la ménopause chez la femme. La L-peptida peut augmenter de 20 à 30%, ou des conditions inflammatoires aiguës ou de l'insuffisance rénale. Mais en dehors de ces conditions, le taux ne bouge pas et un seul dosage dans la vie suffit. Diapositive suivante. Tu veux faire la génétique, Noël, ou tu veux que je la fasse? Vas-y, continue, t'es bien parti. Donc on repart sur l'hypercholestérolémie familiale, après cette parenthèse sur la lipoprotéine A élevée. Donc l'hypercholestérolémie familiale, Noël vous a déjà parlé un petit peu des deux formes, la forme qu'on dit hétérozygote et la forme qu'on dit homozygote. Alors il faut savoir que tous nos gènes sont en deux exemplaires. Un exemplaire hérité du père et un exemplaire hérité de la mère. Et on peut avoir une mutation génétique sur un seul gène et une seule copie. On dit qu'on est hétérozygote.
et on peut avoir une mutation génétique sur chacune des copies, donc la copie du père, la copie de la mère, et là on est homozygote. Et donc quand on est hétérozygote, on a une forme quand même moins sévère puisque l'autre gène est fonctionnel et fonctionne quand même un peu, alors que quand on est homozygote et que les deux copies sont dysfonctionnelles, à ce moment-là, le récepteur ne peut pas du tout nettoyer les lipoparticules LDL du sang et les taux sont encore plus élevés. Diapositive suivante. Alors ça, c'est un tout petit peu complexe, mais je vais aller très vite. C'est pour expliquer le risque de transmission quand on est un patient avec une hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Quel est le risque de transmettre la mutation à son enfant? Eh bien, le risque, c'est de 50%, puisque vous voyez, quand on est hétérozygote, c'est-à-dire le patient à droite en rouge, qui est la petite bande rouge, et il y a 50% de risque de transmettre cet allèle, enfin ce gène qui est malade muté et 50% de risque ou de chance de transmettre l'autre allèle en bleu qui n'est pas malade et qui n'est pas muté. Donc quand on a un patient avec une hypercholestérolémie hétérozygote, 50% de risque d'avoir un enfant hétérozygote. Par contre, c'est une maladie qui est quand même fréquente, 1 sur 300, et donc il n'est pas rare qu'un patient atteint d'une forme hétérozygote s'accouple avec un patient qui a aussi une forme hétérozygote. Et dans ces cas-là, malheureusement, il peut y avoir un enfant qu'on dit homozygote, puisque vous voyez que l'enfant a une chance sur 4 d'avoir les deux gènes rouges, donc les deux gènes malades, et de porter la forme homozygote. Diapositive suivante. Donc, je vais vous montrer ici les cas cliniques. Alors, ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que cliniquement, la maladie est totalement asymptomatique. Et il n'y a quasiment aucun signe clinique. Les gens se portent bien. Voilà, il n'y a pas de symptômes, sauf malheureusement, si on a des symptômes, c'est qu'on est en train de faire un problème cardiaque. Donc, c'est malheureusement trop tard. Et donc, le diagnostic, il se fait vraiment sur la prise de sang pour doser le cholestérol. Il y a quelques petits signes cliniques, mais qui restent quand même rares. Mais quand on est médecin ou infirmier, il faut aller les rechercher. Si on ne les recherche pas, on ne les voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe clinique? Donc, ça s'appelle des dépôts extravasculaires de cholestérol, c'est-à-dire c'est des dépôts de cholestérol en dehors des vaisseaux, qu'on peut retrouver d'une part sur la peau, d'autre part dans les yeux et d'autre part sur les tendons. Alors, sur les yeux, vous voyez, en haut à droite, c'est ces dépôts jaunes chamois autour des paupières qui s'appellent des xanthelasmas. On peut avoir des xanthelasmas et un taux de cholestérol normal, mais quand on a ça, il faut absolument aller faire un dosage de cholestérol. Donc souvent, ça signe quand même une imprégnation en cholestérol qui est chronique et ancienne. On peut avoir, vous voyez en bas, un arc cornéen, c'est-à-dire un pourtour blanc autour de la cornée, qui signe aussi une imprégnation en cholestérol, qui est fréquent chez les sujets âgés, qu'on ait ou pas du cholestérol, mais c'est quand même très évocateur de la maladie si on a cet arc cornéen et qu'on est jeune, en dessous de 45 ans. Et ensuite, on peut avoir des xanthomes tendineux, donc ce sont des dépôts de cholestérol sur les tendons. Ça, nous, en médecine, on dit que c'est pathognomonique de la maladie, c'est-à-dire que si on a ces xanthomes tendineux, on est sûr qu'il y a une hypercholestérolémie génétique dessous. Donc, on les recherche sur les tendons d'Achille, ici, mais il faut déshabiller le patient et lui retirer ses chaussettes pour palper les tendons d'Achille, et sur les tendons des extenseurs des mains, mais là, c'est plus souvent quand l'hypercholestérolémie est très sévère qu'on peut les trouver. Mais sur les tendons d'Achille, ce n'est pas rare si on examine bien les patients. Diapositive suivante. Pour la forme homozygote, diapositive suivante, on avait rajouté, ok, donc diapositive précédente, excusez-moi, j'avais rajouté une diapo que j'ai pas. Sur la forme homozygote, donc qui est la forme très 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 sévère, avec des taux très élevés de cholestérol, souvent des LDL cholestérol au-delà de 5, 6, voire 10 grammes par litre, donc c'est vraiment très sévère. On peut, en plus des signes que je vous ai montrés, avoir ce qu'on appelle des xanthomes plans. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc là, ce sont des dépôts de cholestérol sur la peau.
qu'on retrouve fréquemment chez les enfants. Je pense que Noël Peretti vous en reparlera. Et donc souvent, ce sont les pédiatres ou les médecins généralistes qui font le diagnostic en examinant l'enfant. Ça peut se voir dans le dos, sur le ventre, ici sur le poignet, aussi dans les sillons interféciés. Donc si jamais vous voyez ces dépôts plans sur la peau de cholestérol, il s'agit d'une urgence thérapeutique et diagnostique. Il faut adresser votre enfant vers un centre de référence maladies rares dont on va reparler. Diapositive suivante. Donc, vous aurez bien compris que hypercholestérolémie familiale, ça veut dire du cholestérol dans la famille. Donc, il y a des questions très très simples pour dépister nos patients. C'est premièrement, est-ce qu'il y a eu du cholestérol dans votre famille? Si on vous dit oui, mon grand-père a du cholestérol, mon père il a du cholestérol, mon frère a du cholestérol, ma fille sous pilule a du cholestérol, c'est très évocateur de la maladie. Donc, il faut bien interroger le patient. Et la deuxième question à poser, c'est s'il y a eu des problèmes cardiovasculaires, notamment précoces dans la famille, puisque Noël l'a dit, ça touche quand même souvent des gens jeunes, avec un âge moyen de problèmes des artères coronaires, donc des artères du cœur, qui est en France, dans notre registre, de 47 ans au premier événement. Donc c'est vraiment jeune. On fait un dosage du cholestérol si le patient répond à ces questions. Et si le LDL cholestérol est supérieur à 1,90 g chez l'adulte ou là c'est même 1,60 chez l'enfant, il y a quand même de fortes chances que ce soit une hypercholestérolémie familiale. Diapositive suivante. Donc cette diapositive, elle est un peu dense, mais c'est pour vous expliquer que en ville, une fois que le patient est suspecté d'avoir une hypercholestérolémie génétique, il faut qu'il soit adressé dans un des 25 CHU qui fait des tests génétiques. Ça se fait maintenant très facilement dans quasiment tous les CHU de France. Et c'est vraiment le dépistage génétique et les résultats qui confirmeront la maladie qui seront importants pour notamment le dépistage du reste de la famille. Diapositive suivante. Donc, quand on a fait le bilan lipidique, alors excusez-moi, je regarde la diapositive. Oui, ça c'est surtout pour les médecins et pas pour les, enfin, plus pour les médecins que pour les patients. Évidemment, quand on est médecin, mais ça en général, tout le monde le fait de façon correcte, il y a d'autres causes d'hypercholestérolémie que les formes communes ou génétiques qu'il faut éliminer en premier lieu. Des causes comme l'hypothyroïdie, comme des problèmes hépatiques de cholestase, comme l'insuffisance rénale et comme certains médicaments. Et il faut éliminer ces causes secondaires avant de parler d'hypercholestérolémie primaire et de suspecter l'hypercholestérolémie familiale génétique. Diapositive suivante. Une fois qu'on la suspecte, on peut également s'aider d'outils pour évaluer la probabilité d'avoir une hypercholestérolémie familiale génétique. En France, on utilise pour les adultes et seulement pour les adultes ce qu'on appelle le Dutch score, parce que c'est les Hollandais qui ont fait ce score il y a pas mal d'années déjà, qui a un score à points et qui peut vous prédire en fonction des résultats si le risque d'avoir une hypercholestérolémie familiale est très élevé ou pas. Donc vous voyez par exemple, si on a un LDL cholestérol supérieur à 3,30 g, on est vraiment quasiment dans le diagnostic quasi certain d'avoir une hypercholestérolémie. Pour les professionnels de santé qui sont là, je vous conseille de faire ce score en ligne. Si vous tapez Dutch Score en ligne, et il y a beaucoup de scores en ligne et c'est très facile à faire. Diapositive suivante. Donc le diagnostic génétique, on en a déjà parlé. Donc il ne peut pas se faire dans des laboratoires de ville parce que c'est payant. C'est uniquement à l'hôpital et dans les hôpitaux publics parce que les coûts sont à la charge des services hospitaliers que ce dépistage génétique peut être fait. Donc il y a 25 centres en France qui s'en occupent et qui font faire ce dépistage dans des laboratoires spécialisés. L'intérêt, quand on découvre qu'un patient a une hypercholestérolémie
familial génétique, c'est d'aller dépister tous les autres membres de la famille. Le mot d'ordre, c'est je dépiste tôt pour traiter tôt et pour éviter les complications cardiovasculaires, notamment chez les jeunes. Donc on demande après, c'est un travail de fourmi pour tout le monde, de voir la fratrie, les enfants, les parents, les frères et sœurs, etc., pour essayer de faire le dépistage le plus large possible et notamment détecter les jeunes et les traiter tôt. Diapositive suivante. Pour le dépistage, je pense que je vais laisser la parole à Noël. Ouais. Oui, juste deux grandes formes principales. Le dépistage qu'on dit universel, en fait, où on dépiste l'ensemble d'une population. Et donc ça, c'est basé généralement sur le LDL et la génétique. Et donc le risque de ça, bah, c'est d'avoir bien sûr des diagnostics par excès et de susciter peut-être de l'anxiété, de l'angoisse si on n'a pas une intervention à proposer tout de suite, notamment chez les plus jeunes enfants. On en reparlera plus tard. Et puis l'autre outil important, c'est le dépistage en cascade. Et donc dans cette forme autosomique dominante, elle a toute sa place. C'est qu'à partir donc on dit un cas index, une personne qui est dépistée parce qu'il y a eu un accident cardiovasculaire ou parce qu'il y a simplement une prise de sang qui a trouvé un taux de LDL confirmé après par la génétique. À ce moment-là, on peut remonter aux parents ou aux collatéraux, aux frères et sœurs ou descendre jusqu'aux enfants. Donc, à partir d'une seule personne, on peut en théorie dépister un nombre assez important d'apparentés, avec malheureusement dans les études des taux d'efficacité de ce dépistage qui sont pas aussi bons que ce qu'on espère, puisqu'on estime qu'on rate à peu près la moitié pour des raisons diverses d'histoire intrafamiliale, de prise de conscience insuffisante, etc. En tout cas, voilà, donc ça, ce sont les deux moyens. Diapo suivante. Et cette étude-là est très importante pour, je pense, comprendre, réaliser l'importance d'un dépistage tôt et l'impact que ça peut avoir. Donc, c'est une étude une étude hollandaise encore, qui a en fait suivi la première cohorte d'enfants traités par statine 30 ans auparavant. Et donc, ils sont comparés à leurs propres parents qui ont été traités, eux, à l'âge adulte. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a sur la courbe de gauche, qui est donc la courbe de survie sans accident cardiovasculaire, on voit que chez les parents à 40 ans, il y avait à peu près 30% d'accidents cardiovasculaires versus 0,5% chez leurs enfants au même âge, à 40 ans, mais qui, eux, avaient été traités en enfance. Et sur la courbe de droite, qui est la courbe de mortalité cette fois, 7% des parents traités à 40 ans étaient décédés malheureusement, et versus 0% des enfants qui, eux, étaient traités dès l'âge de 10 ans. Diapo suivant. Et donc, pour cela, il y a une étude médico-économique qui a été lancée, parce que c'est souvent l'obstacle qu'on a quand on parle de dépistage avec les autorités de santé, voilà, d'une manière générale, c'est finalement et c'est une question tout à fait légitime, quelle est la rentabilité d'un test. Et donc, ce qui a été longtemps dit, c'est que finalement, le dépistage en cascade est très rentable parce qu'à partir d'un patient, on va forcément dépister un autre, voire plusieurs. Mais par contre, souvent n'était pas pris en compte ce qu'on pouvait éviter comme accident cardiovasculaire. Donc ça a été réalisé par un économiste de la santé à la demande et la collaboration de l'association de patients, M. Bourgourville, et donc qui démontre qu'on gagne 8 années de vie et qu'on peut éviter aussi un surcoût important par une technique de dépistage qui pourrait être relativement simple, basée sur une goutte de sang sur du papier buvard à l'âge de 6 ans. Voilà, on va passer la parole à professeur Antonio Gallo pour la suite. Bonjour à tous, merci beaucoup Noël. Donc on va passer au sujet de la prise en charge thérapeutique de cette hypercholestérolémie familiale, qui est en effet une maladie, on vient de l'évoquer, encore largement sous-diagnostiquée et aussi en effet sous-traitée. Donc on le voit ici, c'est illustré dans cette figure le principe du cumul de cholestérol. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette pathologie, du fait qu'on est avec une
des concentrations très élevées de cholestérol dans le sang, on finit par cumuler un risque de dépôt de ce cholestérol au niveau de la paroi des artères qui peut se traduire en une augmentation du risque cardiovasculaire. Et ce risque, il va survenir de façon d'autant plus précoce que l'augmentation, que l'exposition à des valeurs de cholestérol est importante. Donc, dans les formes très graves homozygotes, on risque d'avoir un événement cardiovasculaire avant l'âge de 20 ans si on n'est pas traité. Dans les formes hétérozygotes, on voit que chez les patients qui ne sont pas traités, la survenue d'événements cardiovasculaires peut se faire avant l'âge de 40 ans. Donc, d'où l'importance de baisser cette charge en cholestérol le plus précocement possible et pendant le plus longtemps possible. Diapositive suivante. Donc, l'état des lieux en France n'est pas des plus heureux, même si ces données sont plutôt anciennes. Elles datent des premiers articles issus du registre national Refercol, qui à ce jour compte presque 13 000 patients. On voyait sur les premières publications qu'il y avait un tiers des patients avec un diagnostic d'hypercholestérolémie familiale qui n'étaient toujours pas traités, un tiers des patients qui présentaient un traitement par statine seul et un tiers des patients qui présentaient une association de deux traitements hypocholestérolémiants. Parmi les patients en prévention primaire, en effet, il y en avait 1 sur 2 qui n'étaient pas traités, 1 sur 5 parmi les patients en prévention secondaire, c'est-à-dire les patients qui avaient déjà eu, en effet, un événement cardiovasculaire. Et parmi les enfants, on avait pu voir également qu'il y avait un retard par rapport à la moyenne européenne de 4 ans sur le début de la prise en charge, là aussi avec à peu près un enfant sur 3 qui n'était pas traité. Et vous voyez bien que en France, on remarquait également que les concentrations moyennes de LDL cholestérol sous l'ensemble des traitements qui étaient mis en place et disponibles à l'époque étaient quand même de 2 grammes par litre, c'est-à-dire qu'on était déjà, même sous traitement, à 2 fois les concentrations de LDL cholestérol de la population générale. Diapositive suivante. Donc, il y a une approche qui est plutôt triple parce qu'il y a 3 gros piliers dans la prise en charge du risque cardiovasculaire dans cette population. Certainement, la partie pharmacologique avec un traitement médicamenteux dont on va discuter plus dans le détail et une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée et une prise en soin de tous les facteurs, un contrôle de tous les facteurs de risque cardiovasculaire global, y compris le tabac. Et évidemment, quand on parle de nutrition, on associe toujours une activité physique régulière. Donc ça, c'est des mesures qui vont être importantes pour combattre le risque cardiovasculaire, pas forcément pour baisser le chiffre de LDL cholestérol. Donc on a des objectifs qui ont été établis pour cette population qui est considérée de façon générale à haut risque cardiovasculaire. Donc chez l'adulte qui n'a pas de maladie cardiovasculaire avérée, on est déjà sur un objectif de LDL cholestérol de moins de 0,7 grammes par litre. Chez l'adulte qui a déjà une atteinte significative avec des dépôts de cholestérol dans les artères de plus de 50%, on est déjà sur des objectifs à moins de 0,55 grammes par litre de LDL cholestérol. Et on verra mieux avec le professeur Peretti dans un instant qu'il y a de nouveaux objectifs pour les enfants à moins de 1,35 grammes par litre jusqu'à l'âge de 10 ans et à partir de l'âge de 10 ans, déjà à moins de 1,15 grammes par litre. Ça, en l'absence de autres facteurs qui peuvent modifier ce risque cardiovasculaire. Diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les mesures hygiéno-diététiques? On les introduit d'emblée et les mesures hygiéno-diététiques, on disait, ne vont pas être suffisantes à elles-mêmes, malgré elles soient quand même indispensables. Donc, la première étape dans l'hypercholestérolémie familiale, c'est d'introduire un traitement par statine, qui est donc le traitement de première ligne. On a
une deuxième ligne de traitement qui est représentée par ces inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol et dans d'autres cas plus graves, les inhibiteurs de PCSK9 ou bien les LDL-AFRS que je vais détailler après. Donc, l'arsenal thérapeutique, il est très large. Cette diapositive, plutôt à destination des médecins, montre bien qu'on comprend et on connaît maintenant plutôt bien le métabolisme des lipoprotéines, du cholestérol, et sur chaque étape de ce métabolisme, des cibles thérapeutiques ont été identifiées, ce qui nous permet en effet d'avoir une possibilité d'approche pharmacologique qui est plutôt diversifié et assez varié. Diapositive suivante. Et en effet, quand on va pouvoir combiner les différents traitements entre eux, on peut obtenir une baisse du LDL cholestérol, une efficacité de ces traitements qui peut être modérée jusqu'à très importante. Parmi les statines, on connaît plusieurs molécules. Il y en a qui sont plus fortes, de plus puissante intensité et d'autres qui sont un peu moins intenses en termes de baisse du LDL cholestérol. Donc, on peut aller d'une baisse de 30% jusqu'à 50%. Et le fait de associer plusieurs traitements fait que globalement, on puisse arriver jusqu'à 85% de baisse du LDL cholestérol de départ. Donc, évidemment, on va devoir, dans les formes plus graves, empiler plusieurs traitements et associer plusieurs traitements pour atteindre les objectifs évoqués tout à l'heure. Diapositive suivante. Donc ça, c'est juste pour confirmer que les statines, après maintenant 40 ans d'études, ont bien fait preuve d'efficacité, à la fois chez les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, avec une diminution du risque de 20 à 30%. Et cette méta-analyse récente montre bien que aussi chez des patients à haut risque, mais qui n'ont pas fait d'événements cardiovasculaires, le fait d'introduire un traitement par statine s'associe jusqu'à 30% du bénéfice cardiovasculaire. Pour ce qui concerne les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol, donc c'est surtout les étimibes qui est souvent associé aux statines, on voit là aussi qu'avec cette molécule, on a une synergie assez importante qui permet en effet d'obtenir une baisse supplémentaire de 20 jusqu'à 30% du LDL cholestérol de départ. Alors que le traitement en soi n'est pas le plus efficace, on a plutôt une efficacité modeste entre 15 et 20%. Diapositive suivante. On a aussi d'autres traitements tels que les résines chélatrices des acides biliaires. C'est en fait des sachets qui vont être ingérés au moment du repas, qui vont se coller aux acides biliaires au niveau du tube digestif, qui est censé, donc les acides biliaires qui sont censés absorber le cholestérol au niveau de l'intestin. Ces résines, elles vont bloquer cette absorption de façon donc plutôt non sélective. Et donc, elles vont avoir, elles aussi, une certaine efficacité. Alors, il s'agit d'un traitement qui est souvent responsable de très mauvais souvenirs chez les patients que l'on suit dans nos centres parce que le goût, la consistance de ce traitement n'est pas la plus agréable. Et donc, en effet, c'est un traitement qui est très peu utilisé aujourd'hui. Et donc, les plus récents traitements, c'est en effet ces traitements qui ciblent PCSK9, qui est une protéine qui va en fait intervenir sur le récepteur OLDL. Le fait de bloquer cette protéine permet d'avoir une expression augmentée du LDL récepteur sur la surface des cellules du foie, ce qui permet donc de capter, de rattraper plus de cholestérol de la circulation en faisant donc baisser le taux circulant de LDL cholestérol. Donc à ce jour, on a des anticorps monoclonaux ou d'autres thérapies, disons, plutôt novatrices qui permettent de bloquer la production de cette protéine au sein de la cellule du foie. Et
nous avons donc 2 molécules qui sont actuellement disponibles en France avec des injections sous-cutanées toutes les 2 semaines, qui restent par contre réservées à une petite partie de la population française. Diapositive suivante. Ça, c'était juste pour dire qu'en effet, il y a aussi beaucoup de développement autour de cette inhibition de cette protéine, avec aussi une formulation maintenant orale de ces inhibiteurs de PCSK9 qui donc peuvent être pris sous forme de comprimés et ce qui va donc permettre par d'autres mécanismes d'action toujours de bloquer cette protéine. Alors, ce pas des traitements qui sont actuellement commercialisés, mais il y a des études en cours dans lesquelles nous sommes tous impliqués. Donc, le remboursement des anti-PCSK9 a été un gros sujet au cours de l'année dernière et Annette a été beaucoup mobilisée pour assurer l'approvisionnement de ces inhibiteurs qui, pour rappel, à l'heure actuelle, sont remboursés uniquement chez les personnes qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire. Donc, pour les personnes en prévention primaire et notamment dans les formes d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, nous avons en effet ces critères de remboursement que vous voyez affichés dans la diapositive. Donc, dans les formes homozygotes, en effet, il n'y a pas de critère de LDL, donc tout le monde peut être traité par un inhibiteur de PCSK9, à savoir que la réponse peut être variable, et on en parlera après. Dans les formes hétérozygotes, chez l'adulte, il faut avoir des concentrations de LDL cholestérol très élevées, à plus de 3 grammes sous traitement maximal pour pouvoir avoir accès à ces traitements. Et sinon, ça va être possible jusqu'à l'âge de 18 ans chez les enfants. Et après, à nouveau, pour les patients en prévention secondaire, en effet, on peut les prescrire dès que le LDL cholestérol reste supérieur à 0,7 grammes par litre. Ça reste une prescription qui est autorisée pour les spécialistes en cardiologie, en endocrinologie, diabétologie, nutrition, en médecine interne et depuis plus récemment en médecin vasculaire et en neurologue. Pour les patients qui sont intolérants aux statines, en revanche, il y a en effet aussi une autre classe thérapeutique de développement récent et qui est disponible en France depuis fin d'année. Ces inhibiteurs de cette autre enzyme, l'ATP citrate lyase, c'est l'acide bempédoïque, qui globalement intervient toujours sur la production hépatique de cholestérol et c'est un traitement qui est actuellement réservé aux patients intolérants. Donc, pour les patients atteints d'une hypercholestérolémie familiale intolérants aux statines, c'est une option et qui peut être prise en compte en association toujours avec les éthymines. Voilà, c'est un traitement pour lequel il y a eu en effet une preuve d'efficacité avec une baisse de à peu près 20% du LDL cholestérol et un bénéfice sur le risque cardiovasculaire, ce qui a été prouvé aussi pour tous les autres médicaments dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Diapositive suivante. Voilà, in fine, il y a juste beaucoup de développement thérapeutique autour de la lipoprotéine petit a, avec plusieurs classes médicamenteuses qui vont en effet cibler la production et l'activation, disons, de cette apolipoprotéine petit a. Il y a des essais qui sont en cours, donc pour l'instant, nous n'avons pas encore d'études qui montrent le bénéfice cardiovasculaire, et donc ces médicaments ne sont actuellement pas disponibles en France et ne sont pas encore commercialisés. Voilà, donc ça c'était juste un petit cas pratique que je voulais partager avec vous. C'était le cas d'un patient de 36 ans que j'ai vu en consultation pour une hypercholestérolémie familiale hétérozygote sur une mutation au récepteur au LDL. Vous voyez bien que son LDL cholestérol était assez élevé, à 2 grammes par litre, sans hypertriglycéridémie associée. Et c'était un patient qui à l'âge de 36 ans n'était pas traité, alors qu'il avait eu des sachets de mauvais goût, c'est ce qu'il me disait pendant l'enfance. C'est un patient qui est un agent de sécurité, qui fait de la musculation 5 fois par semaine, avec une alimentation pauvre en matières grasses,
pas de tabagisme et qui a 3 enfants de 10, 8 et 6 ans et dont le père est décédé d'un infarctus du myocarde à 54 ans. Ah, c'est un patient qui appréhendait un petit peu vis-à-vis du traitement pour le cholestérol parce que justement, il s'interrogeait par rapport aux effets musculaires et aussi voilà, en lien avec son activité physique. Diapositive suivante. Et donc, on avait quand même voulu réaliser un dépistage des complications qui montrait qu'il avait une petite plaque qui était quand même pour son âge très significative avec une sténose de 30% au niveau de l'artère carotide gauche, donc au niveau des artères du cou. Le score calcique, qui est le scanner qui va permettre de détecter la présence de plaques au niveau des artères coronaires, au niveau du cœur, était à 0. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de calcification. Et voilà, il s'interrogeait sur le traitement parce qu'il n'avait pas de problème de cœur, il avait un mode de vie qui était optimal, mais il avait peur de ces douleurs musculaires associées aux statines. Donc, sur la base de ce qu'on vient de se dire, on peut déjà avoir des éléments de réponse que je pense avoir détaillés après. Diapositive suivante. En effet, pour les patients en situation d'hypercholestérolémie familiale, on se dit que les patients vrais protégés dans ce cas-là sont plutôt surestimés parce que le score classique coronaire, en effet, ne nous permet pas vraiment de détecter l'ensemble de l'atteinte vasculaire. On voit qu'il y a un score calcique à 0, mais il y a quand même une plaque carotidienne qui était bien retrouvée. Le mode de vie chez ces patients est certes important, mais ne va pas être suffisant parce que le LDL cholestérol ne va pas être entièrement corrigé par l'activité physique et l'alimentation. Et en ce qui concerne son appréhension vis-à-vis du traitement par statine, on peut rassurer le patient sur le fait que les douleurs musculaires associées aux statines sont très rares, les effets secondaires graves sont extrêmement rares et surtout, il y a une réponse intra-individuelle qui est très variable. Donc, chaque patient a son profil de tolérance. Donc, il y a toujours indication à essayer le traitement. Donc, on a décidé d'introduire un traitement par statine de forte puissance, ce qui nous a permis de baisser son LDL cholestérol à 1,61. Donc, on partait de 2 grammes, on est passé à 1,61. On s'était dit qu'avec les statines de forte puissance, on s'attendrait plutôt à une baisse de 50%. Eh bien, ce n'était pas le cas. Et en complétant le bilan lipidique chez ce patient, on a retrouvé en plus une LP petit a qui était très élevée à 1,12 grammes par litre. Diapositive suivante. Donc, on a décidé d'associer un deuxième traitement par un inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol, ce qui nous a permis de baisser le LDL cholestérol à 1,45 grammes par litre. Donc, on reste, comme vous le voyez bien, loin des objectifs parce que c'est un patient avec une hypercholestérolémie familiale qui n'a pas de maladie cardiovasculaire avérée, donc dont l'objectif de LDL cholestérol est à moins de 0,7 grammes par litre. Donc, on aurait besoin d'une baisse supplémentaire de au moins 50% de son LDL cholestérol. Il faut savoir que les inhibiteurs de PCSK9, comme on vient de le dire, ne sont pas remboursés à l'heure actuelle dans cette indication. Donc, on se retrouve dans un impasse thérapeutique. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres options. Diapositive suivante. Voilà, je vais laisser peut-être la parole au professeur Peretti pour commenter le bilan lipidique et la conduite à tenir chez ces enfants. Donc très, très brièvement, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pédiatres dans l'assistance, juste pour illustrer un petit peu l'évolution des recommandations donc, qui ont été publiées il y a un mois à peu près de la Société européenne d'athérosclérose. Il a 3 enfants, 10, 8 et 6 ans. Le premier enfant présente un LDL à 1,15 g et une LP petit a donc inférieure à 0,5, 0,35. Deuxième enfant de 8 ans, lui, présente un diabète depuis l'âge de 5 ans, un LDL augmenté à 1,6 g et une LP petit a à 0,39. Et la dernière, 6 ans, LDL franchement augmenté, 1,9 et LP petit a haute aussi. Donc la question de faut-il être traité à partir de quel âge et avec quel traitement, on va voir la réponse sur la diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc, dans les nouvelles recommandations, ce qui a changé, c'est l'âge de démarrage du traitement, 6 ans, alors qu'on était plutôt entre 8 et 10 ans pour les recos précédentes 2015. Plus fort aussi qu'un LDL cible qui est abaissé. Donc, on était à 1,35 antérieurement, et donc ça reste 1,35 pour entre 6 et 10 ans. Et par contre, s'il y a un surrisque, diabète, obésité, hypertension, L-peptide augmenté, à ce moment-là, on vise 1,15 g. Et puis, à partir de 10 ans, on passe à 1,15 g de cible, donc ce qui est nettement plus bas. Et ceci s'explique sur les modélisations et les nouvelles données qui ont été obtenues pour cette notion de cholestérol surajouté. Donc, en première intention, comme l'adulte, statine de forte puissance, plus ou moins association avec les étimibes, si la baisse n'est pas suffisante. Et donc, le premier enfant, a priori, est indemne. Le deuxième enfant est suspect d'hypercholestérolémie et en plus un surrisque de diabète. Donc, la cible, alors qu'il a 8 ans, il devrait être à 1,35, on baisse à 1,15. Et la petite de 6 ans, qui est elle aussi très suspecte d'hypercholestérolémie familiale. Et en plus, à l'Peptida, on reste à 1,15 g. On ne baisse pas davantage malgré le surrisque. Diapo suivante. Donc, en conclusion de cette partie-là qu'a présenté Antonio Gallo, un arsenic qui est très vaste, une insuffisance des traitements standards, comme ça a été illustré dans son cas clinique, la nécessité de commencer le plus tôt et de pouvoir continuer dans la durée avec une efficacité optimale. Et ceci permet d'essayer de contrer la charge de la surcharge, l'accumulation de cholestérol au cours de la vie. Diapo suivante. Je repasse la parole. Je ne sais plus si c'est Antonio ou Sophie. Non, c'est plutôt Sophie. Oui, je vais continuer. Ok. Donc, vous aurez compris depuis, depuis 1 heure où on discute du risque cardiovasculaire des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale et ou une lipoprotéine A élevée. Euh, il y a un suivi cardiologique qui est absolument indispensable et qui doit commencer vraiment tôt dans la vie puisque les patients sont exposés à un risque vraiment précoce de faire des événements cardiovasculaires et on l'a très bien dit, c'est silencieux et si ça parle, la maladie, c'est que c'est déjà trop tard. Donc dans les formes hétérozygotes, le suivi, il est plutôt précoce, mais en général, on fait des premiers examens vasculaires périphériques type Doppler des carotides dans l'adolescence ou jeune adulte. Et on va pouvoir faire des scanners des artères du cœur, mais plus tard dans la vie. Dans les formes homozygotes, donc qui sont des formes extrêmement sévères, il faut faire un bilan cardiologique avec un cardiologue pédiatre spécialiste pour faire un bilan cardiologique dès le diagnostic, même chez le tout petit enfant, pour lequel c'est quand même souvent complexe, puisqu'on fait des coroscanners, il faut les endormir. Voilà, c'est pas simple, mais il faut absolument le faire, puisqu'il peut y avoir des dépôts de cholestérol chez les tout petits. Et enfin, il y a une particularité dans cette maladie de l'hypercholestérolémie familiale génétique, c'est l'atteinte de la valve aortique. Et c'est vraiment pas rare d'avoir des dépôts d'athérome et des calcifications sur la valve aortique chez des gens très jeunes dans les formes homozygotes, d'âge moyen dans les formes hétérozygotes et il faut aller dépister. Et donc, il faut régulièrement, et en plus d'aller voir les artères par des scanners, aller évaluer la valve aortique par des échographies. Et puis, bien sûr, le cardiologue peut décider de faire, bien sûr, des électrocardiogrammes réguliers et des tests d'effort si nécessaire. Diapositive suivante. Donc après, si vous voulez discuter des examens qu'on peut faire et des suivis, on peut en rediscuter dans la discussion. Là, on va passer à la forme homozygote parce que le temps passe et il faudrait quand même qu'on se laisse du temps pour discuter. Donc la forme homozygote, vous l'avez compris, c'est une forme grave, sévère, c'est une urgence diagnostique et une urgence thérapeutique. Si vous suspectez une forme homozygote,
parce que vous avez un enfant ou un adulte jeune qui a un LDL cholestérol très élevé, donc on dit supérieur ou égal à 4 grammes par litre, mais souvent c'est beaucoup plus. Ou si vous avez des xanthomes plans cutanés chez des enfants ou des jeunes, il faut adresser en urgence votre patient à un centre de référence des maladies rares. Donc il y a en France une filière maladies rares qui est spécialiste des maladies endocriniennes, qui s'appelle Firendo. Et dans cette filière, il y a le centre de référence des dyslipidémies génétiques rares qui s'appelle CEDRA. Et vous voyez sur la France, il y a des centres de référence à Lille, Paris, Rennes, Nantes, pardon, Dijon, Lyon, Toulouse, Marseille et La Réunion. Et on a une adresse mail qu'on vous donnera pour nous joindre en urgence. Et on a un site internet également sur lequel vous pouvez trouver des informations. Diapositive suivante. Alors voilà, là vous avez l'adresse mail de Margot Chauvet, qui est le chef de projet de CEDRA. Si vous avez des patients suspects de la maladie, vous pouvez lui envoyer un mail. On vous réoriente vers le centre de référence le plus proche de chez vous. Et nous avons écrit un PNDS, donc c'est un protocole national de diagnostic et de soins, qui est en accès libre au public et pour les professionnels de santé, quels qu'ils soient, sur le site de l'HAS. Et c'est un document qui est à destinée des médecins, mais surtout des médecins généralistes, pour savoir comment suspecter, diagnostiquer et suivre un patient qui est atteint ou suspect d'hypercholestérolémie familiale homozygote. Tout le monde peut aller télécharger ce document. Diapositive suivante. Je passe. Diapositive suivante. Voilà. Je vais en arriver là, puisque le temps passe vite. Il faut savoir que dans les formes homozygotes, on va empiler les traitements. Ce n'est pas un traitement par statine qui va être suffisant. Les traitements sont moins efficaces chez les patients homozygotes, donc il faut qu'on empile. Donc on met des statines forte dose, dont a parlé le docteur Gallo, puis de l'ézetimibe, puis on essaye des anticorps anti-PCSK9, mais ça ne marche pas tout le temps. Puis on a des nouveaux traitements dont on va vous parler. Et en secours, on peut être amené à prescrire des séances de LDL-aphérèse, mais quand même, malheureusement, les patients avec cette forme sévère ont quand même souvent besoin de séances de LDL-aphérèse. Alors, c'est quoi les LDL-aphérèse? Ce sont des épurations extracorporelles du cholestérol. C'est comme une dialyse. On prend le sang, on enlève le cholestérol du sang et on remet le sang épuré du cholestérol. C'est quand même très lourd, ça ne se fait pas partout. Vous avez la liste des centres ici en France. Donc souvent les gens viennent de loin, enfin c'est quand même très compliqué. C'est toutes les semaines ou tous les 15 jours et c'est quand même assez fatigant. Ça dure 3-4 heures en général. Diapositive suivante. Donc ça, c'est une diapositive pour vous montrer qu'il faut empiler les différents traitements. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les médicaments classiques marchent beaucoup moins dans les formes homozygotes parce que, en partie, l'efficacité des traitements classiques passe par l'expression du récepteur au LDL. Et donc, quand génétiquement le récepteur au LDL ne fonctionne pas dans les formes homozygotes, les médicaments dont l'efficacité dépend de ce récepteur ne fonctionnent pas. Donc les statines, ça fonctionne beaucoup moins bien. On est souvent avec des baisses de 20%, alors que quand on n'a pas une hypercholestérolémie homozygote, on est plutôt avec des baisses de 50%. Et les anti-PCSK9, ça marche vraiment rarement dans ces formes-là. Et donc, on a depuis peu des nouveaux médicaments dont l'efficacité ne dépend pas de ce récepteur au LDL. Donc, c'est une vraie révolution thérapeutique pour nous et pour les patients parce qu'ils sont très efficaces chez les patients homozygotes. On a ce qu'on appelle inhibiteur MTTP, c'est un nom un peu barbare, mais c'est le Lojuxta ou l'omitapide. Ce sont des comprimés par voie orale à prendre tous les jours. Et on a l'Efkisa ou Evinacumab, qui est un inhibiteur ANGPTL3. C'est un nom un peu barbare
d'une protéine, mais qui est également efficace. Et là, c'est par voie veineuse tous les mois. Diapositive suivante. Donc là, c'est une diapositive pour illustrer le fait qu'il faut empiler les traitements pour être efficace. Donc vous voyez, là, quand on voit dans les colonnes 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de traitements. Donc vous voyez que souvent, il nous faut 4 ou 5 traitements pour avoir des réductions de LDL cholestérol nécessaires. Et plus on part de haut avec un LDL cholestérol, plus il va falloir empiler les traitements. Et un patient qui est homozygote pour le récepteur au LDL et qui n'a plus du tout d'activité avec 10-12 grammes de LDL, il va falloir absolument empiler l'ensemble des traitements dont je vous ai parlé. Et souvent, il y a besoin de garder les aphéreses dans ces cas-là. Diapositive suivante. Ici, vous avez le, le schéma en fait qui est sur les recommandations européennes de prise en charge de la forme rare homozygote qui ont été publiées en 2023 et qui expliquent bien qu'il faut absolument une prise en charge multidisciplinaire avec des cardiologues, des endocrinologues, des diététiciennes, des gens spécialistes des aphérèses, des médecins pédiatres, des médecins de l'adulte et qu'il faut discuter de l'ensemble des traitements de ces patients ensemble. Et nous avons des RCP mensuels pour discuter de ces traitements. Diapositive suivante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt pour les spécialistes des aphérèses, mais ça peut intéresser les médecins ou les personnels de santé qui travaillent dans ces centres d'aphérèse. Il y a différentes techniques pour justement épurer le LDL cholestérol. Diapositive suivante. Globalement, c'est bien toléré, mais il peut y avoir des effets secondaires rapportés par les patients, type malaise, nausées, vomissements, et c'est quand même souvent assez fatigant et c'est quand même très lourd dans la vie des gens, que ce soit pour les enfants qui vont à l'école ou à l'université, ou les gens qui travaillent, c'est quand même un gros problème pour la qualité de vie de nos patients. Diapositive suivante. C'est une diapositive qui reprend ce que vous a dit le docteur Gallo tout à l'heure avec les différentes cibles des protéines ciblées par les médicaments. Ce que vous voyez, c'est que le traitement qui se fait par voie veineuse et qui cible enfin la protéine ANGPTL3, il agit plutôt sur une enzyme qui s'appelle la lipoprotéine lipase qui hydrolyse les triglycérides des VLDL en LDL. Donc c'est surtout sur la production en fait des LDL. Alors que l'inhibiteur de MTP qui se prend par voie orale tous les jours, il va inhiber une enzyme qui est impliquée dans l'assemblage des lipoparticules dans le foie et dans les intestins. Et donc ça va inhiber la production de lipoparticules dans le foie et l'intestin. Mais il y a un effet secondaire à cette inhibition de production, c'est un risque de stéatose hépatique, donc de surcharge en graisse du foie, et un risque de diarrhée, de malabsorption des graisses si on mange gras. Mais il y a une surveillance particulière, bien sûr, pour ces patients. Diapositive suivante. Oui, ça c'est juste pour vous dire, ce sont les modes d'action, je ne vais pas reprendre le détail, que l'evinacumab ou Evkeeza, anticorps anti-ANGPTL3, a une autorisation de mise sur le marché pour les enfants à partir de 6 mois, et donc c'est par voie veineuse mensuelle, alors que le Lojuxta lomitapide inhibiteur MTTP a une indication pour l'instant chez les adultes, mais on peut le mettre hors AMM chez les enfants et probablement qu'il y aura une AMM, on l'espère, dans les mois qui viennent pour les enfants. Diapositive suivante. Je vais laisser la parole, je ne sais plus si c'est Noël ou Antonio, pour finir avec ce cas clinique, parce que c'est vrai qu'il nous reste un quart d'heure et ce serait bien de garder Oui, du temps pour les Antonio. questions. Ouais. ce sera très rapide. C'était juste pour illustrer en effet le cas de ce patient de 19 ans qui présentait en effet une forme
homozygote, même si la génétique est un peu plus complexe, avec un LDL, vous voyez bien, à presque 9 grammes par litre d'exantome lors du diagnostic. À l'âge de 1 an, il avait déjà eu un traitement par statine associé après à de l'ézetimibe, et à partir de l'âge de 5 ans, il était déjà sous LDL aphérèse. Donc, ce qui lui a permis de ne pas avoir vraiment de vraies maladies cardiovasculaires qui est survenue au cours du temps. Il avait quand même un petit obstacle supravalvulaire aortique parce que, comme le professeur Béliard le soulignait, on est dans la forme homozygote, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. Et en effet, sur la portion proximale de l'aorte ascendante, c'est là qu'il y avait des calcifications, tandis que ses coronaires étaient encore saines. Diapositive suivante. Voilà, ça c'est juste, et je vais en rester là, pour montrer en effet l'efficacité extrême de ces traitements. On a commencé initialement avec de la statine, après on a associé les étimibes, on a débuté les aphérèses et diapositive suivante. En 2019, on a pu introduire en effet les inhibiteurs de PCSK9 auxquels le patient n'a vraiment pas très bien répondu. Par la suite, donc, il y a eu l'introduction de ces inhibiteurs d'angiopoiétine LEC 3, donc le binakumab, qui a permis en effet une nette amélioration du bilan lipidique avec, on partait de 9 grammes, un LDL cholestérol moyen qui est autour de 0,7 grammes par litre. Donc voilà, c'était juste pour illustrer de façon très voilà, graphique un petit peu l'efficacité et la révolution que ces nouveaux traitements représentent dans ces pathologies, dans cette pathologie qui reste très grave et si elle n'est pas traitée. Voilà. Je pense qu'on peut en rester là si vous voulez, parce que comme ça, on laissera du temps à la discussion. Donc, je pense que vous pouvez peut-être arrêter le partage des diapositives. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être me faire un peu modérateur. Il y avait une question qui était apparue pendant la présentation du professeur Pelletti et du professeur Béliard sur le dépistage. Est-ce que le dépistage s'adresse aux apparentés de premier degré uniquement? Non, bien sûr. En fait, on va faire un dépistage. Alors, premier degré, parce que c'est le plus facile, c'est ça qu'on cite en premier, mais on peut remonter la cascade ou la descendre sur les grands-parents, les oncles et tantes, et c'est même souhaitable en fait. Après, c'est là où est un peu la limite, je dirais, dans la vraie vie, c'est la communication intrafamiliale et la conscience qu'il y a d'intervenir pour faire un dépistage comme ça ou pas. Alors, un Alors, taux de LP petit a peut-il sauter une génération? Alors, c'est compliqué parce que la génétique de la L-peptida, c'est extrêmement compliqué, plus que l'hypercholestérolémie familiale, et donc la transmission est complexe. Donc, en général, quand on est parent avec une L-peptida élevée, il y a quand même une forte probabilité que les enfants aient une L-peptida élevée, mais pas tant. Voilà. Donc on ne parle pas de saut de génération, mais c'est un mélange de différents, de plein de polymorphismes, des expressions différentes. Donc oui, on peut avoir de la L-peptida qui est subnormale à une génération et puis qui va se retrouver un peu plus élevée aux générations suivantes. Ouais. Un taux de LDL similaire, le risque cardiovasculaire est-il supérieur dans l'hypercholestérolémie familiale que dans la forme non familiale? Je peux peut-être y répondre. La réponse est oui. Parce que, en effet, il y a des études qui ont montré ça. Quand on a le même taux de LDL cholestérol, le fait d'avoir une forme familiale monogénique indique que dès la naissance, nous avons été exposés à des concentrations beaucoup plus élevées de LDL cholestérol, tandis que il y a une augmentation plutôt normale, physiologique du cholestérol qui se fait au cours des années et dans la forme polygénique c'est quelque chose qui s'exprime du coup plus tard. Donc l'exposition cumulée à ce cholestérol est certainement moins importante et donc un taux de LDL similaire, le risque il est plus important dans les formes monogéniques.
Alors, il y a une question sur la L-P petit a. Mère porteuse de L-P petit a. Père, non. Mais la sœur et la patiente elle-même sont porteuses de l'une d'entre sont porteuses. Voilà. Avec l'une d'entre elles qui a un taux très élevé. Mhm. Est-ce fréquent, un seul parent porteur et les deux enfants porteurs? Oui, tout à fait. Tout est possible avec la LP petit a et effectivement, on peut voir un seul parent qui porte la LP petit a et que les enfants aient des taux de LP petit a élevés. Et parfois, c'est pas complètement similaire. Autant dans l'hypercholestérolémie familiale, souvent pour une même mutation dans une même famille, on a des taux, je dis souvent, mais pas toujours, de cholestérol qui sont similaires, mais pour la LP petit a, vraiment tout peut se voir. Alors, il y a une patiente qui nous pose la question sur son traitement d'association statine et inhibiteur de PCSK9. Est-ce qu'il est possible de poursuivre ce traitement après la ménopause? Bah oui, bien sûr. Même surtout à la ménopause, le bilan lipidique se dégrade et c'est le moment de refaire un check-up avec son médecin, son cardiologue, son endocrinologue ou son généraliste pour revoir le bilan lipidique. Et oui, bien sûr, il va peut-être même falloir intensifier les traitements. Hmm, raison de plus. Alors, coloscanner systématique pour toute hypercholestérolémie familiale, ne pas se contenter uniquement d'un score calcique. Tu veux répondre, Antonio, peut-être? Bah alors oui, j'ai envie de dire qu'on aurait tendance à vouloir faire un scanner en effet chez la plupart des patients, chez tout patient avec une hypercholestérolémie familiale, parce qu'on voit que quand on a beaucoup de LDL, c'est là qu'on risque d'avoir plus de plaques non calcifiées. Donc parfois, le score calcique, il peut nous faire sous-estimer un petit peu le risque cardiovasculaire. Cependant, si on n'a pas la possibilité, parce qu'actuellement, on serait censé réaliser un scanner uniquement chez la personne symptomatique, déjà, le score calcique, il nous permet quand même de mettre en évidence quand même déjà de restratifier le risque des patients qui présentent des calcifications. Et on a quand même des patients très jeunes, jusqu'à 40% des jeunes adultes entre 20 et 45 ans qui présentent des calcifications. Donc déjà, la question, c'est plutôt d'anticiper et de renforcer le traitement chez les patients qui auraient des calcifications. Donc déjà, l'utilisation du score calcique nous aide à intensifier le traitement chez les personnes qui sont plus à risque. Y a-t-il une recommandation de prise d'aspirine? Ça, souvent, c'est quand même le cardiologue qui va vous indiquer s'il faut prendre de l'aspirine. Ça reste quand même très discuté chez les gens qui n'ont jamais eu de problème cardiaque. Mais c'est vrai que s'il y a des plaques qui sont quand même importantes dans les vaisseaux du cou ou dans les vaisseaux du cœur, on peut mettre de l'aspirine même chez les gens qui n'ont jamais fait d'événements cardiovasculaires. Mais la question n'est pas simple. Donc, voilà. Ça reste débattu tout de même. Deux questions. Une question pour Noël. Chez un enfant de presque 7 ans, forme hétérozygote, pourquoi la prise de simvastatine 5 mg depuis 6 mois peut augmenter la TSH et la T4, s'il vous plaît? Non, il n'y a aucun lien, ça c'est bien documenté, pas de lien entre les traitements par statine et les variations de la TSH, c'est même plutôt une très légère baisse de TSH sur les études interventionnelles et qui n'a pas de conséquences cliniques, en tout cas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. D'abord, est-ce que la variation de TSH, elle est euh, cliniquement, on va dire, pertinente, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment importante, c'est pas juste une variation liée au dosage ou quelque chose d'intercurrent. Et en tout cas, s'il se passe quelque chose, il faut aller refaire le point avec votre médecin, mais c'est pas les statines. Question sur la L-peptida, peut-être pour Sophie. On la retrouve où sur la prise de sang? Alors le problème, c'est que la lipoprotéine A a été déremboursée et donc ça coûte 17 euros. Donc c'est pas souvent prescrit et il n'y a que à l'hôpital en fait. Si vous faites votre prise de sang à l'hôpital, mais il y a des laboratoires dans tous les hôpitaux, donc vous pouvez y aller, hein, que vous ne payerez pas. Voilà. Et j'ai vu une question dans le chat sur la L-Peptita aussi, sur le dépistage universel de la L-Peptita. C'est une excellente question. Annette se bat pour ça aussi. C'est une question qui a été discutée à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps, mais ça reste un peu compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de traitement efficace sur les L-peptita élevés.
Et donc, c'est pas à l'ordre du jour, mais on espère tous que dans quelques années, ce sera remboursé et qu'on pourra proposer dans l'évaluation du risque cardiovasculaire, eh bien, un dosage de lipoprotéine A pour tous les patients. Je peux peut-être commenter sur les effets secondaires hépatiques de certains traitements. En effet, les augmentations des gamma-GT qui sont évoquées restent des effets plutôt très rares, voire exceptionnels. Et en effet, ce qui est préconisé après l'introduction d'un traitement hypolipémiant, c'est plutôt un contrôle des azates et des alates, donc des enzymes du foie. Ces augmentations plutôt exceptionnelles des gamma-GT, le lien direct avec la statine n'a pas été vraiment prouvé de façon systématique. Ça n'empêche qu'il pourrait y en avoir occasionnellement, peut-être associé à d'autres causes. Donc en effet, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas évoqué et il n'est pas retenu comme un des effets classiquement associés à la prise de statine. Il y avait une autre question sur les formes polygéniques chez un patient qui a fait un infarctus à 48 ans à cause du cholestérol et qui donc a un traitement par statine ezetimibe qu'il tolère très bien et qui permet de bien contrôler le bilan. La question est de savoir quoi faire chez ces enfants. Donc, il lui a été dit évidemment que chez les enfants, il n'y a pas besoin de faire d'autres choses. Donc, y a-t-il des nouveaux risques identifiés pour les enfants de Ouais, parents porteurs d'une forme polygénique? ouais. Alors, c'est ce qu'on a dit au début, les formes polygéniques, elles s'expriment plutôt chez les adultes. Donc, chez les enfants, on va pas dépister les enfants, mais je crois que quand il y a dans la famille, même pour les formes polygéniques, une prédisposition à faire des problèmes cardiovasculaires jeunes, à partir de 30 ans, il faut quand même faire un bilan lipidique à vos enfants, faire un dosage de lipoprotéine A si elle est élevée chez vous, et vraiment expliquer à vos enfants qu'il ne faut pas fumer, manger équilibré, lutter contre la sédentarité, faire du sport, c'est-à-dire avoir quand même une bonne hygiène de vie pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Voilà. Puisque si un parent a eu un événement jeune, ça reste qu'un facteur de risque voilà, pour les enfants. Alors, après un longueur d'effort à 37 ans, j'ai un LDL à 0,30. Est-il normal que je sois toujours sous ezetimibe, statine et PCSK9? Je vais te répondre oui, et c'est très bien, en Ouais. fait, que vous soyez à ce taux-là, parce que ça veut dire que vous aviez un risque qui était potentiellement très élevé, enfin même pas potentiellement, et que donc maintenant, le fait de stabiliser sur des taux de LDL à ce niveau-là, c'est plus que parfait. Et autre chose que j'aurais envie d'ajouter, c'est que les inhibiteurs de PCSK9 sont certes un traitement important, très efficace, très puissant, mais dans l'hypercholestérolémie familiale, il ne marche pas tout seul. Donc c'est important là aussi de les associer parce que souvent dans la forme plus sévère, ils ne sont pas suffisants à eux-mêmes. Donc il y a vraiment besoin d'une association avec la statine. Y a-t-il une recommandation de progestérone ou oestrogène? J'imagine que c'est par rapport au traitement de La la ménopause. ménopause? Oui. Bah, on va préconiser, alors vraiment, le traitement substitutif de la ménopause quand on a une hypercholestérolémie familiale, il faut vraiment prévenir son gynécologue. Si on a eu un problème cardiovasculaire, c'est formellement contre-indiqué. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas le prendre parce que ça peut augmenter le risque de récidive. Si on n'a pas fait d'événement cardiovasculaire, mais qu'on a des plaques connues dans les artères du cœur, c'est très très discuté parce qu'il y a des risques sur les plaques en fait, hein, que ça décolle les plaques. Voilà, donc il faut vraiment faire un bilan cardiovasculaire avant. Et puis si jamais on peut y aller et que c'est OK, et il faut privilégier les oestrogènes par voie percutanée plutôt que par voie orale. Voilà. Alors, on a peut-être le temps pour deux autres questions rapides. En cas de sténose coronaire à plus de 50% au coroscanner, est-ce qu'on peut prescrire des inhibiteurs de PCSK9 si on n'est pas aux objectifs par un traitement conventionnel? C'est une question importante pour les médecins parce que malheureusement, la réponse est non.
Mm. parce que en l'absence d'un événement cardiovasculaire, on est dans cette impasse thérapeutique, donc on ne peut pas prescrire un inhibiteur de PCSK9 que sur la présence d'une sténose coronaire. On est bien d'accord qu'on est face à des patients à très haut risque Mm. cardiovasculaire qui ont les mêmes objectifs thérapeutiques de LDL que les personnes qui ont déjà fait un infarctus, mais malheureusement, le traitement n'est pas remboursé dans cette indication à l'heure actuelle. Et pour compléter, Antonio, c'est un sujet sur lequel Annette se bat. Effectivement, c'est cette question-là de l'innovation et de l'accès au traitement thérapeutique en fonction primaire pour des patients qui en auraient besoin. Absolument. Vous prenez une dernière question et après on conclut. Hein, je suis désolé pour les personnes qui ont encore des questions, mais l'heure approche, quoi, là. Il y avait peut-être des questions sur les inhibiteurs de PCSK9, sur les effets secondaires aux inhibiteurs de PCSK9. Sophie, je ne sais pas si tu veux commenter. Oui, bah c'est extrêmement bien toléré, hein. Il n'y a pas d'effet ni musculaire, ni hépatique, rien du tout. D'ailleurs, on surveille rien. C'est le rare médicament, un des rares médicaments où il n'y a pas de surveillance particulière. Les effets secondaires, mais vraiment très rares. On peut voir un peu de rhinite, c'est-à-dire d'écoulement d'eau claire du nez, mais vraiment sans aucune gravité. Et chez certains patients, mais ça reste très rare, des allergies, c'est-à-dire des petites plaques urticaires au point d'injection. Mais en général, c'est modéré et en changeant les sites, ça peut passer. Voilà. J'ai la douloureuse mission de dire d'être le maître du temps là. En tout cas, merci beaucoup pour avoir traité tous ces sujets quoi. Hein. Effectivement, en 1 heure et demie, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué qu'on vous a demandé. Donc un grand merci aux intervenants pour la richesse de ces informations et peut-être qu'on aura une prochaine fois d'autres webinaires pour aller plus loin. Pour conclure ce webinaire, je tenais à vous partager 3 informations importantes dans votre quotidien de professionnel de santé et pour les patients aussi. Je crois que c'est important de savoir ça. C'est que la Société française d'endocrino, la Société francophone de diabète, la Société francophone d'athérosclérose et la Société française de cardiologie ont publié en février 2026 un consensus sur la prise en charge des dyslipidémies adultes qui intègre l'hypercholestérolémie familiale et la LP petit a. Je crois que c'est quelque chose d'important et je pense que c'est important d'aller voir ce consensus. Et par ailleurs, Noël Perriti, on en a parlé tout à l'heure, de l'EAS qui a publié le 25 mai dernier, c'est tout récent, un consensus sur la prise en charge des enfants adolescents atteints d'hypercholestérolémie familiale et je vous invite donc à en prendre connaissance de ces recommandations. Un autre point important, et ça c'est un vrai combat d'Annette, c'est que la haute autorité de santé travaille actuellement à une recommandation en santé publique sur l'opportunité d'un dépistage universel pédiatrique en France. Et les conclusions devraient être rendues à la fin du second semestre 2026. Ça, c'est un grand combat et on est dans l'attente de cette recommandation. Et enfin, la Commission européenne a publié en décembre 2025 le premier plan cœur européen qui devrait prochainement trouver un écho dans le droit français. Hein, ça, c'est aussi une nouvelle évolution qui est importante. Et encore merci à l'IHU-ICAN pour leur engagement continu auprès des patients. Et également un grand merci aux membres du comité scientifique d'Annette et à nous, tous nos intervenants. Merci également à Anna de l'agence Acanto qui a fait un gros travail sur ce slide. Et merci effectivement à nos experts sans qui toutes ces avancées n'auraient pas pu être réalisées aussi rapidement. Et enfin, merci à nos partenaires institutionnels 2026. Effectivement, pour nous, c'est important d'être soutenus également. Voilà, je voulais donc clôturer ce webinaire sur ces paroles-là et vous dis peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Lionel, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne Au soirée. revoir à tous. Bon courage. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir.